avec Pierre Boucher, ouais. Pierre Boucher. Alors, je vais présenter rapidement Pierre. Donc, Pierre, il est ingénieur au STP en génie énergétique de la construction, également titulaire d'un master architecture bois et construction de l'ENSTIB, l'école ingénieur du bois d'Épinal dans les Vosges. Et il suit actuellement un master spécialisé en conception et hautes études des structures bois au Centre des hautes études de la construction à Paris. Et depuis 2018, il navigue entre la France et la Colombie, où il étudie et expérimente l'usage du bambou en structure avec des projets de construction et de recherche sur ce matériau. Et là, c'est attention, je vais lancer l'appel. Il recherche activement un financement et un laboratoire d'accueil, j'imagine, et d'encadrement pour la mise en place d'un doctorat en co-tutelle entre la France et la Colombie sur l'étude du bambou en structure. Voilà. Donc Pierre, c'est à toi. Ok, merci Olivier. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, parfait, oui. Ouais, ok. Merci à tous d'être là et de vous intéresser au bambou. Donc, dans cette présentation, on va voir, comme l'expliquait Olivier, une partie sur l'anatomie du bambou, une partie sur les propriétés mécaniques du bambou et les différentes applications constructives qui existent aujourd'hui. On ne les verra pas toutes parce qu'il y en a énormément, donc on essaiera de voir les principales. L'anatomie du bambou, on a vu la partie générale donc de la plante avec Simon Crouzet. Dans la première partie, là, je vais parler plus du chaume de bambou. Donc le chaume, quand on parle de chaume, on se réfère bien à la tige du bambou, qui est la partie principalement utilisée en construction. Et on voit que le chaume, il s'apparente à un tube creux qui va avoir une variation Alors de juste, diamètre. Pierre, excuse-moi, tu as une Ouais. présentation? Oui. On la voit pas. Alors attends, on va repartir à zéro. Écran partagé. Check. Est-ce que vous la voyez Ouais, là? là, cette fois-ci, c'est bon. Tu peux te lancer la présentation, c'est bon. Et si je passe en plein écran, ouais, c'est bon? Oui, c'est parfait. Ok, on la refait. C'est reparti. Donc, l'anatomie du bambou, je disais, on se réfère donc à la tige de bambou qui s'apparente à un tube creux et qui va avoir une variation au niveau de sa géométrie depuis la base du bambou jusqu'à la partie haute. On le voit sur la partie de droite, c'est un relevé qu'on a fait récemment avec l'Université nationale de Colombie, avec qui on travaille sur la caractérisation d'une espèce dans la région de Santander, où en fait on a la partie basse qui a donc un diamètre plus important que les parties supérieures. Et également, au niveau de la paroi, on va avoir une différence d'épaisseur de paroi entre la partie basse et la partie haute, ce qui fait qu'on a une variation sur notamment les propriétés mécaniques. Et c'est pour ça que quand on fait les essais, on va réaliser des prélèvements sur différentes parties du chaume. Et ces parties, on les indice donc avec partie inférieure, partie intermédiaire et une partie supérieure. Si on regarde au niveau de la composition du bambou, on s'aperçoit on est assez proche de la composition de celle du bois, avec principalement donc des celluloses, des hémicelluloses et de la lignine, plus quelques extractibles qui sont des cires et des gommes en général, avec également une partie de silice qui est présente sur la partie extérieure de la paroi et qu'on verra un peu plus en détail par la suite. Cette composition, elle varie. Là, j'ai mis des ordres de grandeur, mais elle va varier donc en fonction des espèces. Ça va varier aussi en fonction des conditions de croissance, donc principalement en fonction des sols qu'on va avoir disponibles. La maturité du chaume va jouer également sur la partie lignine. Ça, on le verra un peu plus tard, mais il y a un processus de lignification qui se fait au début de la croissance du chaume de bambou. Et également, du coup, la partie du chaume considérée qui va influencer la composition. Et on y reviendra un peu plus loin. Si on regarde maintenant une coupe de bambou, une coupe longitudinale, on voit donc qu'on a une alternance de nœuds et d'entre-nœuds. Donc les nœuds, c'est ces parties qui forment un diaphragme et qui sont principalement constituées de cellules de parenchyme. Et donc la distance entre nœuds, elle va être variable en fonction des espèces. Mais pas seulement, ça va aussi être variable au sein d'une même espèce. Si on prend un chaume d'une espèce comme le Guadua angustifolia, on va voir que la partie basse va avoir des nœuds qui sont plus rapprochés, ce qui permet d'avoir une meilleure résistance en compression. Et ensuite, on va avoir ces nœuds vont se séparer petit à petit dans les parties intermédiaires du chaume. Et à la fin du chaume, on va avoir un rapprochement de ces nœuds à nouveau. Ce qui est important de voir sur cette photo à gauche, c'est que l'orientation des fibres, elle se fait dans le sens axial principalement. Et à la différence du bois, on n'a pas de rayons ligneux qui vont faire qu'on a de la résistance transversale. Et donc, on le verra dans les caractéristiques mécaniques, qu'en transversal, on a des caractéristiques qui sont assez faibles.
sur la photo de droite, on voit un zoom sur un nœud et ce qui se passe au niveau des fibres. Donc, on voit que les fibres, en fait, elles bifurquent à cet endroit-là pour pouvoir alimenter les nœuds. Et ça va créer des points de faiblesse, notamment quand le chaume va être soumis à des efforts de traction parallèles aux fibres. Si maintenant on fait une coupe transversale sur un chaume de bambou au niveau de l'entrenœud, pour regarder ce qui se passe au niveau de la paroi, on va constater donc qu'il y a une non-homogénéité du matériau. Et si on regarde donc en haut à droite, on voit donc ce qui se passe au niveau de la partie intérieure du chaume. On va avoir peu de fibres. Tous les points en noir, c'est ce qu'on appelle les faisceaux vasculaires qu'on verra derrière. Et toute la partie blanche, c'est du parenchyme. Et donc, on a beaucoup plus de parenchyme que de faisceaux vasculaires. Les faisceaux vasculaires contenant les fibres, on a donc moins de fibres à ces endroits-là. Et plus on va se rapprocher de la paroi extérieure, plus on va avoir une densification de ces faisceaux vasculaires, donc une densification de ces fibres, et une augmentation de la densité du matériau vers les couches extérieures. Si on regarde maintenant la zone qui est numérotée 1, on voit qu'on a une grosse concentration de fibres et en plus de ça, on a la présence de silice en partie extérieure. La silice qui va rajouter une résistance supplémentaire au matériau et qui va aussi lui donner son aspect brillant et lisse en couche extérieure. Ce qui est intéressant et ce qui est d'ailleurs fascinant, c'est de voir que en fait, le bambou, naturellement, il a mis de la matière structurelle là où il en avait besoin pour résister aux efforts de flexion, notamment quand il est soumis à des efforts de vent. Et donc, c'est pour ça que si on regarde le diagramme des contraintes en flexion, on voit que les fibres hautes et les fibres basses sont les fibres les plus soumises aux efforts. Et naturellement, en fait, le bambou a su concentrer la fibre à ces endroits-là. Et donc, c'est un matériau qui est ingénieux, mais naturellement. Si on regarde d'un peu plus près donc ces faisceaux vasculaires, on voit qu'ils sont baignés dans une matrice de cellules de parenchyme. Et les faisceaux vasculaires, donc c'est ce que je disais, c'est eux qui contiennent les fibres. Donc le fait qu'on ait des fibres qui soient résistantes mécaniquement et du parenchyme qui est un peu plus souple, ça va permettre d'avoir un matériau qui est à la fois résistant et à la fois souple. Et c'est une caractéristique qui nous intéresse particulièrement en zone sismique. On va regarder un peu plus près les faisceaux vasculaires, ce qui s'y trouve. Donc, les faisceaux vasculaires, en fait, c'est comme des tubes qui vont permettre l'alimentation de la plante en sève brute et en sève élaborée. Donc, on a des xylèmes, des phloèmes, et sur la photo, on le voit en haut et en bas, des paquets de fibres qui vont structurer ces faisceaux vasculaires et qui vont être donc à l'origine, comme je le disais, de la résistance mécanique du chaume. Donc, il y a pas mal de scientifiques qui se sont intéressés aux fibres, et notamment Lise en 1985, qui a décrit les fibres comme des structures polylamellées. Donc, en fait, c'est différentes couches de microfibrilles qui sont superposées les unes aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces microfibrilles, elles ont des orientations par rapport au sens axial qui vont varier. Donc, on va avoir des couches qui sont croisées, et c'est ça, en fait, qui joue un rôle assez important dans la résistance mécanique du matériau. Le bois a quelque chose fonctionne de la même façon. Sinon, si je ne me trompe pas, il y a une couche qui est plus épaisse avec des fibrilles qui sont orientées dans le sens axial. Et donc, du coup, on a quelques différences au niveau mécanique. Sur la partie droite de l'image, on voit le phénomène de lignification dont je parlais tout à l'heure. Donc, la photo de gauche, numérotée A, on voit des fibres à un état assez jeune. Donc, c'est des chaumes qui correspondent à une maturité de moins d'1 an. Donc, c'est des fibres qui sont non lignifiées. Et sur la partie B, en fait, on voit que ces fibres-là vont se lignifier pendant le processus de vieillissement. Donc, c'est des fibres-là qui correspondent à peu près à un état de maturité de 6 ans. Et donc, c'est ça qui va donner de la résistance mécanique supplémentaire au matériau. Et c'est pour ça qu'en général, quand on conçoit et qu'on construit en bambou, on va utiliser des chaumes qui ont une maturité d'entre 3 à 6 ans. Au-delà de 6 ans, on constate qu'il y a une légère perte de caractéristiques mécaniques au niveau du chaume. Donc, on recommande vraiment de rester dans cette plage de 3 à 6 ans, d'où l'importance lors de la culture de bien repérer les chaumes pour savoir quand est-ce qu'ils ont commencé à pousser. Donc ça, c'était la première partie sur l'anatomie du bambou. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en termes de propriétés mécaniques.
Et avant ça, on va rappeler ce que Simon disait en première partie, c'est que le bambou, c'est un matériau qui est très divers, tout comme le bois. On compte donc plus de 1700 espèces répertoriées aujourd'hui. Sur ces 1700 espèces, il y en a un peu moins de 100 qui sont considérées comme ayant des caractéristiques mécaniques suffisantes pour un usage en structure, et donc qui vont nous intéresser dans ce cas-là. Faut rappeler aussi que c'est un matériau qui est anisotrope. Donc, à la différence des matériaux comme l'acier, on va avoir des résistances mécaniques qui vont varier en fonction de l'orientation des sollicitations mécaniques. Et donc, du coup, vu qu'on a un matériau qui est divers, on va avoir des caractéristiques qui vont dépendre des espèces. Et ça va même plus loin, c'est qu'au sein d'une même espèce, on va avoir des caractéristiques différentes. Si je prends le cas du bois d'oie que je connais un peu mieux, qu'on utilise en Colombie, sur les essais qu'on va réaliser, par exemple, on a pris des échantillons qui correspondent à différents sites, à différents terrains, de manière à pouvoir avoir des caractéristiques sur différents lieux de production. Parce que si on a un bambou qui pousse dans un endroit très humide, il va avoir des caractéristiques mécaniques qui vont différer d'un bambou qui pousse à des hautes altitudes. Et donc, du coup, au sein de la même espèce, c'est difficile d'avoir une valeur caractéristique qui va nous permettre de travailler avec, de certifier que le bambou Guadua angustifolia va tenir à telle résistance mécanique. Autre chose qui est important de parler, c'est la durabilité. On n'est pas avec un matériau comme l'acier ou comme le béton, on est avec un matériau qui est organique et donc qui est susceptible d'être attaqué par des insectes xylophages, qui peut être détérioré s'il est dans les conditions de détérioration naturelle. Il peut être détérioré donc par des champignons. La photo de droite, en haut, on voit donc un chaume qui a été exposé au soleil et aux intempéries. On voit qu'il se fissure, qu'il perd sa couleur et qui va perdre aussi des caractéristiques mécaniques. Et la photo en bas à droite, c'est une structure qui a jamais été protégée et on voit que je ne sais pas exactement combien d'années elle a, mais elle doit avoir moins de 2 ans. Et dans des conditions d'humidité élevée, elle se dégrade assez rapidement. Et c'est donc des choses à faire très attention en termes de conception. Si on s'intéresse un peu à l'histoire, on voit que le bambou, il a été, comment dire, on s'y est intéressé depuis longtemps. Et des études scientifiques sur les caractéristiques mécaniques du bambou, il y en a beaucoup qui ont été faites au cours du XXe siècle. Je crois que la première en date, elle date de 1923. Mais le problématique qu'on avait à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas de normalisation sur les essais, sur la méthodologie d'essai. Ce qui fait qu'on est incapable de comparer les résultats de ces essais. Il y a des essais, des publications qui ne citent pas les références de bambou utilisés. On ne connaît pas non plus les taux d'humidité du bambou qui a été testé. Et donc en 1981, c'est le professeur Johnson qui a commencé des travaux sur l'établissement d'une méthodologie normalisée pour les tests mécaniques du bambou. Et c'est ces travaux qui donneront lieu en 2004, pardon, à la norme ISO 19624 sur la classification des chaumes de bambou. Et donc Johnson, au cours de ses travaux, ce qu'il a fait, c'est qu'il a identifié les différents paramètres qui avaient un impact sur la résistance mécanique du matériau. Et donc parmi ces paramètres, c'est ce qu'on voit ici. On a l'espèce considérée. On a vu tout à l'heure la maturité du chaume avec le phénomène de lignification des parois des fibres, la teneur en eau, qui est un problème qu'on retrouve aussi avec le bois. Les fibres étant constituées principalement de cellulose, la cellulose a cette propriété de pouvoir absorber l'humidité, mais au moment de l'absorption de l'humidité, elle perd en résistance mécanique. C'est un phénomène qui est réversible, mais du coup, ce qui fait qu'un bambou qui est humide intérieurement, on va avoir des résistances mécaniques qui sont moindres, alors qu'un bambou qui est séché et qui a une teneur en eau inférieure à 12%, par exemple, on va avoir un matériau qui est beaucoup plus résistant. Et on le voit quand on construit avec le matériau, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler un bambou qui a été séché au bout d'un mois que travailler un bambou qui a été séché pendant 3 à 4 mois. Un autre facteur qui peut influencer les résultats, c'est la présence de nœuds, notamment, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur les essais en traction. En traction, donc on a vu les fibres ont des bifurcations à ce niveau-là. Et donc, ça crée des points de faiblesse. Donc, quand on va tirer dessus, la plupart du temps, on va rompre
on va avoir une rupture en fait, au niveau du nœud. Donc, c'est important de le prendre en compte dans ces essais-là. La partie du chaume considéré, c'est ce qu'on disait au début de la présentation. La vitesse de test peut avoir une influence aussi sur les résultats, la durée de charge et la partie de la paroi du chaume considéré. J'ai vu des études où il y avait des essais qui étaient faits sur les 5 premiers millimètres de la paroi du chaume et on a vu que dans ces zones-là, on a une très grosse concentration de fibres, ce qui fait qu'on obtient des résultats qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on obtiendrait sur la paroi complète. Donc, regardons un petit peu ce qui se passe en termes de valeur. Là, en haut, j'ai mis donc des résultats qui ont été obtenus sur différentes publications. Et on voit donc qu'il y a une grosse diversité de résultats en traction axiale. Si on regarde le cas de la bois angustifolia, je sais que les résultats à 90 mégapascales, ils ont été obtenus sur des éprouvettes qui contenaient des nœuds. Donc, c'est pour ça qu'on a une résistance qui est moindre. Et les essais qui ont permis d'obtenir 191 mégapascales, on n'a pas pris les nœuds en considération, ce qui fait qu'on a des résistances qui sont beaucoup plus élevées. La variation, sinon, elle est aussi liée au fait tous les facteurs qu'on a vus avant. Dans ces publications, on n'a pas forcément les taux d'humidité qui sont les mêmes. Parfois, ils sont même pas spécifiés. Et donc ça va avoir un impact important sur les résultats qu'on obtient. La valeur qui nous intéresse quand on conçoit et qu'on calcule, c'est la valeur que la norme nous autorise à prendre en considération, et donc la valeur admissible dans ce cas-là, qui est spécifiée par la norme de construction colombienne, qui est la NSR 10, qui a intégré le bambou comme matériau de construction structurelle et qui spécifie une valeur de 18 mégapascales. Donc on peut se poser la question pourquoi 18 mégapascales alors qu'au-dessus on voit des résultats qui approchent les 100. Et en fait ça s'explique parce qu'on a un matériau qui est non maîtrisé par l'homme, c'est pas nous qui le produisons, il est produit naturellement, donc il peut avoir des défauts parfois visibles à l'œil, parfois on ne peut pas les détecter à l'œil seulement. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une batterie de tests. Je crois que la norme stipule qu'il faut que ce soit au moins 20 tests réalisés par type de sollicitation. Et là-dessus, en fait, au lieu de prendre une valeur moyenne, on va prendre une valeur au 5e pourcentile qui permet en fait de garantir qu'on a un matériau qui tiendra cette résistance-là. Et à ça est appliqué ensuite des coefficients de sécurité et un coefficient, il me semble, qui prend en compte le fait qu'on a des conditions de test avec hygrométrie régulée et des conditions sur site avec une hygrométrie qui peut varier. Et donc ça, c'est pris en compte dans ces valeurs admissibles. En dessous, j'ai mis une valeur indicative, qui est la valeur du bois C24 en traction parallèle aux fibres. Pourquoi le bois? Parce que le bois, c'est le matériau qui se rapproche le plus au niveau anatomique du bambou. Et c'est un matériau qu'on connaît bien en Europe, donc ça parle peut-être un peu plus aux gens qui regardent. Si on regarde maintenant en compression axiale, on a des valeurs qui oscillent aux alentours de 60 mégapascales. La valeur admissible, elle tombe à 14 mégapascales quand on applique ces lois de probabilité. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'on parle bien de compression axiale. Si on regarde la compression transversale sur un chaume de bambou brut, elle est quasiment nulle. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on regarde même pas quand on fait les essais. Là, sur la caractérisation du bambou qu'on fait en Colombie en ce moment, c'est un essai qu'on va pas caractériser. On sait juste que la valeur est faible et que quand on va concevoir, on va éviter de faire travailler le bambou sous ces efforts-là. Et si on regarde par contre la compression transversale sur une lamelle de bambou, là c'est le contraire, c'est qu'on va avoir des valeurs qui sont assez élevées. Et ça va être comme le bois, on va avoir une première phase de plasticité où on va écraser les cellules de parenchyme et jusqu'à ne plus avoir de vide dans le matériau. Et ensuite, on va avoir des résultats qui montent assez rapidement. Ensuite, une autre sollicitation qui nous intéresse particulièrement en structure, c'est le cisaillement longitudinal. Et donc, là, le bambou est pas très, très bon. On a des valeurs assez faibles et étant donné que le phénomène n'a pas été beaucoup étudié, on prend beaucoup de sécurité par rapport à ça, d'autant qu'il peut être amplifié en fait par le phénomène de fissuration qui nécessiterait aussi d'autres travaux de recherche pour bien comprendre le phénomène. Et donc, vu qu'on maîtrise mal ce phénomène-là, on prend pas mal de coefficients de sécurité. Et ce phénomène, en fait, il arrive principalement au niveau des assemblages et il va arriver aussi sur des sollicitations en flexion, comme on voit là.
Ou en flexion, on a donc la fibre haute et fibre basse qui vont travailler fibre haute en compression, fibre basse en traction. Et au niveau de la fibre neutre, on va avoir des efforts de cisaillement qui peuvent être importants. Si on a de la fissuration qui est due au séchage qui se produit à ce moment-là, on peut avoir une rupture du matériau en cisaillement longitudinal. Ce qui fait que la contrainte de flexion admissible prise par la NSR, elle est encore rabaissée. Et donc, on obtient des valeurs de 15 mégapascales. Sur ces essais-là, ce qui est intéressant de noter, c'est le module d'élasticité qui nous donne une indication de la flexibilité du matériau. Et on voit donc qu'on a un matériau qui est globalement résistant, mais qui en plus de ça est flexible. Et c'est ça qui nous intéressait notamment pour des applications en zone sismique. Parce qu'on a un matériau qui va résister au séisme et qui va fléchir, mais qui ne va pas rompre. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour la petite histoire, que la Colombie a mené des travaux de recherche sur le bambou localement. Parce qu'en 1998, il y a eu un tremblement de terre assez violent dans la région d'Armenia où les autorités locales se sont rendues compte que les bâtiments en béton s'étaient effondrés en grande partie, alors que les bâtiments en bambou et en bois étaient restés debout. Et de là, en fait, à initier des travaux de recherche et l'intégration du bambou dans les normes de construction. Voilà ce qui est des caractéristiques mécaniques. Maintenant, on va regarder rapidement les applications constructives. Comme je disais, il y en a des applications générales, je crois qu'on en dénombre 1400. Applications constructives, je ne sais pas exactement le nom, mais il y en a beaucoup. Donc, on va essayer de faire un tour assez rapide de ça et de voir les principales applications qui existent. À droite, on notera donc une photo du pont de Jenny Garson à Bogota que je remontrerai un peu plus tard. Première application, donc quelque chose qu'on a tous vu ou du moins dont on a entendu parler, c'est les fameux échafaudages en Chine, particulièrement à Hong Kong, qui aujourd'hui sont des ouvrages normalisés avec du personnel formé pour réaliser ce type d'ouvrage. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour moi, c'est une image assez impactante qui parle à tout le monde et qui montre la capacité du matériau. On n'est pas prêt à construire des gratte-ciel en bambou en chaume brute demain, je pense pas. Mais ça montre en tout cas que le matériau a un gros potentiel d'un point de vue mécanique. Et je trouve ça intéressant de voir cette image. Un autre usage, donc c'est cet exemple de hall de gymnase qui a été construit en Thaïlande, où on utilise ingénieusement la caractéristique de flexibilité du matériau pour créer ces arches en bambou cintré et qui vont supporter toute la structure. Ça, c'est des structures qui sont dimensionnées pour résister aux tremblements de terre et à des vents violents. Je ne sais plus exactement la valeur sur ce projet, je crois que c'est 200 km/h ou 250. Un autre projet dont je parlais tout à l'heure, c'est le pont Jenny Garson qui a été conçu par l'architecte colombien Simón Vélez, dont l'un des ouvrages est exposé en ce moment sur le parvis de la Défense, pour ceux que ça intéresse. Et pour moi, c'est un bel exemple de ce à quoi pourrait ressembler le développement urbain de demain en utilisant des matériaux biosourcés pour la construction. Là, en l'occurrence, c'est une passerelle piétonne qui passe au-dessus de la rue 80 dans la capitale de Bogota. Donc, on est en pleine capitale de Bogota et on a un pont immense de 46 mètres de portée avec comme matériau de construction principal du bambou, l'espèce Guaduan angustifolia, et bien sûr avec des appuis en béton qui sont nécessaires. Mais on a des matériaux biosourcés qui sont utilisés au bon endroit et du béton qui est utilisé au bon endroit. Et je pense que c'est un bel équilibre et une belle image de ce qu'on pourrait faire. Un autre exemple, c'est l'usage, ça ne se dit pas, l'usage des lamelles, donc du bambou sous forme lamellée. On vient en fait exploiter davantage la flexibilité du matériau et ça permet en fait d'avoir un style architectural assez unique. On le voit avec ce projet qui est au Mexique, à Tulum, où les architectes ont joué sur les formes et ont joué avec le matériau pour avoir des courbes et créer un système de grid-shell. Ça, c'est un projet qui est dimensionné pour des vents à 250, voire 300 km/h, selon la norme mexicaine, étant donné que c'est un projet qui est fait sur la côte du Mexique et donc qui peut être soumis à des ouragans. Travail de lamelles, on a plusieurs artisans en France qui travaillent aussi de cette manière-là. On a un exemple avec l'atelier Déambulon qui réalise des structures en lamelles de bambou
qui sont non structurelles, mais qui sont sur le même principe et en réalité, elles sont non structurelles parce qu'on ne peut pas encore démontrer, on n'a pas de normes qui permettent de démontrer la viabilité structurelle de ces ouvrages. Un autre usage qui pour moi est très pertinent, c'est notamment le projet qui est développé par BaseBA aux Philippines, où l'entreprise essaie de développer une filière locale en utilisant donc le bambou qui est présent sur les Philippines. Il s'attaque aussi à toute la partie durabilité, donc comment immuniser le bambou pour garantir sa longévité. Et ensuite, donc, créer un système constructif qui est facilement réplicable et qui permet de répondre à une problématique sociale, donc créer des logements sociaux grâce au bambou produit localement, donc créer une économie locale et sur un système constructif qui est assez similaire à ce qu'on a avec le bois des murs à ossature bois. Donc là, en l'occurrence, c'est des murs à ossature bambou qui sont facilement réplicables, industrialisables et ensuite on a un enduit à base de ciment, principalement pour des problématiques de feu. Mais du coup, on a un modèle réplicable et qui est dimensionné aussi pour les séismes et pour des vents forts. Un autre projet similaire qui se déroule au Myanmar avec l'entreprise Blue Temple, qui ont eu la bonne idée d'utiliser la partie haute des chaumes qui est peu commercialisée et peu utilisée et qui pourtant est la partie qui présente les meilleures caractéristiques mécaniques en termes de densité. Et donc, ils utilisent ce matériau pour avoir une matière première à bas coût et pour répondre à des problématiques sociales en proposant ces structures qui sont des structures préfabriquées qui vont fabriquer donc en atelier et tester en atelier pour garantir la sécurité structurelle des occupants. Et il me semble qu'ils ont construit une école récemment avec ce prototype-là. Un autre projet innovant que je trouve assez intéressant, qui est développé par la Virginia Tech aux États-Unis, où ils utilisent des bambous qui ont un diamètre, qui ont une épaisseur de paroi assez conséquente. Et en fait, on vient usiner la partie basse et la partie haute avec une fraise et une machine robotisée, de manière à obtenir deux plans parallèles qui permettent de faciliter l'assemblage et de réaliser des panneaux structurels ou semi-structurels. Je ne sais pas où ils en sont au niveau des essais mécaniques, mais c'est plutôt intéressant comme développement, donc à suivre. Ensuite, on a tout ce qui est les produits d'ingénierie. Donc, je ne vais pas les détailler un par un, mais globalement, c'est des produits qui sont intéressants et qui ressemblent à ce qu'on fait avec le bois, les produits d'ingénierie en bois. Donc, on va retrouver des contreplaqués, on va retrouver des lamellés collés. La poutre qu'on voit en haut à droite, c'est ce qu'on appelle des bamboo scrimber, où on va en fait utiliser les lamelles et défibrer les lamelles en les écrasant et injecter donc des résines, chauffer le tout et avoir en fait une poutre structurellement intéressante. Le gros intérêt pour moi de ces produits-là, c'est que ça permet de standardiser, premièrement. Donc, on va pouvoir avoir des dimensions standards, ce qui facilite la conception, surtout quand on travaille sur de la conception assistée par ordinateur. La mise en œuvre aussi, surtout quand on parle de travailler en Europe où on a de la main-d'œuvre qui est plus qualifiée sur le travail de matériaux comme le bois, qui sont des sections rectangulaires, alors que les sections circulaires, c'est un peu plus délicat et on n'a pas forcément le savoir-faire en France en tout cas. Autre chose qui est intéressant avec ces produits, c'est qu'on va pouvoir traiter les problèmes de feu. Tout comme avec le bois, on va pouvoir jouer sur les sections. En augmentant les sections, on va pouvoir prévenir le risque de feu. Et la dernière chose, c'est au niveau des caractéristiques mécaniques. Vu que c'est un matériau qu'on ingénierise, qu'on va produire nous-mêmes, on est capable de garantir avec plus de sécurité, plus de fiabilité en fait, les caractéristiques mécaniques de ces matériaux. Parce que c'est nous qui le fabriquons et c'est pas un matériau qu'on prend dans la nature et qui peut avoir des défauts qu'on ne connaît pas. Voilà pour ce qui est des produits d'ingénierie, des applications. Donc il y a la Paris-Gare du Nord. J'ai vu ça récemment que les planchers étaient en bambou. Pour une raison qui est simple, c'est que ces produits-là ont aussi une dureté importante, donc qui permet en grand passage de proposer un produit qui est viable. Une autre application intéressante, c'est aux États-Unis, la société Bombcore,
qui développe un équivalent du CLT avec des lamelles de bambou. Donc, c'est des contreplaqués de bambou, 3 plis ou 5 plis. Et avec ça, on vient faire des structures qui sont pré-découpées en atelier et qui permettent de faire un assemblage assez rapide sur chantier. Un autre domaine intéressant, c'est tout ce qui est les matériaux composites. François en parlait donc avec une entreprise française, Cobratex, qui réalise des produits à base de matériaux composites, eux-mêmes à base de bambou. Je pense qu'ils sont plus à même de vous parler de leur technologie. Et en Chine, des projets un peu plus grands sur les matériaux composites où on utilise le bambou pour créer des canalisations avec fibres de bambou et des résines. Donc, c'est aussi un des problèmes. Dans le cas des matériaux composites, je crois qu'on peut utiliser des produits biosourcés. Si on revient sur les produits d'ingénierie, c'est un des soucis qu'on peut avoir aussi, c'est que ça fait baisser un peu l'empreinte carbone. Enfin, ça augmente plutôt l'empreinte carbone de ces matériaux, c'est qu'on va utiliser des cols. Et pour le moment, je ne sais pas où ça en est sur les travaux avec des usages de cols biosourcés, qui serait une excellente solution pour réduire un petit peu l'empreinte environnementale de ces produits-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais essayer de conclure rapidement. Donc le bambou, pour moi, c'est un matériau qui est intéressant d'un point de vue des propriétés mécaniques qu'il possède. Comme on l'a vu, donc il est résistant et flexible à la fois. Donc pour moi, c'est intéressant de l'utiliser notamment dans les zones sismiques. C'est très pertinent de l'utiliser dans ces zones-là. Un aspect qu'on n'a pas développé parce que par manque de temps, et je pense que ça vaut le coup de dédier une conférence sur le sujet, c'est la partie stockage carbone. Donc, on l'a vu, c'est un matériau qui pousse très rapidement, qui est mature en moins de 5 ans. Donc ça veut dire qu'on a une matière renouvelable en moins de 5 ans. C'est ça, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup. C'est que c'est un excellent puits de carbone. Et donc une solution qui est en phase avec tous les objectifs de réduction des émissions de carbone et les objectifs de séquestration de carbone, à condition qu'on puisse développer des applications constructives pour stocker ce carbone sur du long terme. Donc ça, c'est un point important et délicat à la fois. Comme Simon le soulignait, il peut y avoir beaucoup de greenwashing dans ce domaine-là. Donc à prendre avec délicatesse et avec des experts, surtout du domaine de l'analyse de cycle de vie. Ensuite, il faut faire attention donc, que c'est un matériau naturellement peu durable. Ça, il faut le prendre en compte dans les conceptions. Et on a le problème de résistance au feu qui est difficilement gérable sur du bambou brut, alors que sur des bambous industrialisés, enfin des produits d'industrie, comme les lamelles et collés, on saura plus facilement jouer là-dessus. Il y a des travaux intéressants en Australie qui sont faits sur le sujet, sur la résistance au feu de ces produits-là. Donc, en conclusion, je pense qu'on a besoin de faire davantage de projets de recherche sur le sujet du bambou, notamment en France, où, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites. Il y a un besoin aussi d'agir au niveau de la normalisation. Ça aussi, c'est un sujet qui mériterait un peu plus de temps pour en discuter. Des normes, il y en a 3 qui ont été mises à jour récemment sur les structures en bambou, sur la conception des structures en bambou, sur la caractérisation, la classification des chaumes. Et l'autre, c'est sur la caractérisation mécanique des chaumes. Prochainement, je crois qu'il est prévu au niveau international donc, de faire 2 normes ISO sur les produits d'ingénierie. Et donc, ces normes ISO, on peut ensuite les adopter au niveau européen ou au niveau français pour faciliter un petit peu le processus de normalisation. Et dernier point, c'est donc la formation aussi sur le matériau, donc sensibiliser les gens sur le fait que le bambou, déjà, ça existe, parce qu'en France, on le voit pas forcément, mécaniquement, c'est intéressant de l'utiliser, et surtout, comment l'utiliser pour qu'on n'ait pas de problème qu'on puisse l'utiliser de manière durable et qu'on n'ait pas de problème de pourriture ou de détérioration du matériau qui ferait qu'on ait des ouvrages qui ne soient pas viables. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous rends la parole à Olivier. Merci Pierre, merci pour ta présentation, super. On a un peu dérapé, mais je pense qu'on peut prendre les questions qui ont été prises avant la pause café. Sofiane, ça te va? Il dit oui, je pense.
Donc, on a une première question de Ahmed Kamel Tejditi qui dit: est-ce que l'allure contrainte des formations dans le cas de la compression axiale est décrite dans la littérature? Peut-on avoir une idée de cette allure? Attends, j'essaie de retrouver la question. Est-ce que tu peux la répéter? J'ai pas bien entendu. Est-ce que l'allure contrainte des formations dans le cas de la compression axiale, pardon, est décrite dans la littérature et est-ce qu'on peut avoir une idée de l'allure de cette courbe? Contrainte des formations en compression. Contrainte de déformation en compression, ça Enfin, doit être la décrit relation contrainte des formations, oui. en compression axiale. Ça doit y être. J'ai pas la valeur de tête, mais il me semble que c'est assez faible. Enfin, la déformation dans le sens axial, elle est assez faible. Par contre, ouais, de tête, je saurais pas répondre. Ça ressemble peut-être au bois avec, s'il y a des micro-flambements, on peut peut-être avoir une contrainte max, une sorte de rupture un peu fragile, et puis après un écrasement petit à petit en accordéon, peut-être. Enfin, Ah, sur la, ah, sur la ah, compression, sur la compression axiale ou sur la compression compression axiale, parallèle? oui. Compression axiale. Bah, sur la compression axiale, ouais, on va avoir je crois qu'il y a peu de déformation, mais qu'après on a une rupture fragile en général. D'accord. Avec un gros flambement macroscopique, peut-être du tube C'est ou. ça, D'accord. exactement, Ok. exactement. D'accord. Florence Mathieu qui nous demande: est-ce que les bambous utilisés en génie civil sont traités chimiquement ou thermiquement pour augmenter leur durabilité? Alors, je crois qu'il y a Simon aussi qui répond dans le chat à côté, je crois qu'il a dit un mot de ça déjà, mais tu peux Ok. donner ton avis. Oui, c'est traité. Alors justement, le traitement et la durabilité du bambou, c'est aussi un sujet à part entière. Il y a différentes méthodes de traitement. La plus utilisée aujourd'hui, c'est l'usage de sel de bore, donc de borax et d'acide borique. Il y a des essais qui sont faits aussi, enfin en Colombie en tout cas, ils ont fait des essais sur le traitement thermique, mais c'est délicat parce qu'il faut gérer la température et l'humidité, donc c'est des installations qui sont coûteuses. Et les essais sont pas, de ce que j'en ai vu en tout cas, ils sont pas au rendez-vous parce qu'on utilise un bambou qui est différent. C'est une technique en fait qui est utilisée au Japon et sur des bambous tempérés, alors que sur le guadois, les résultats sont un peu différents. Après, il existe d'autres procédés d'immunisation, mais qui sont chimiques et donc qui vont avoir un impact environnemental plus important. Pour le moment, le plus utilisé communément, c'est l'usage de sel de bore par trempage ou par injection. Et, euh, D'accord. et voilà. Il y a, Une il y a un petite comment. remarque en Oui, passant sur la protection incendie, le sel de bore est controversé et à terme doit disparaître. Donc je sais que pour le traitement au feu, c'est un gros problème pour les produits cellulosiques parce que c'est le plus utilisé. Mais voilà, donc dans le cadre des réglementations européennes, on va vers une suppression des sels de bore. Ok, intéressant. il y a des commentaires aussi dans le Intéressant. chat où il parle de traitement par l'eau salée, méthode plus traditionnelle. Ouais, alors traditionnellement, oui, c'est trempé donc dans l'eau de mer en fait. Et par contre, c'est des processus qui sont un peu plus longs, puis il faut avoir la mer à côté. Donc c'est pas forcément le cas, surtout en Colombie où en fait le bambou pousse à des altitudes entre 1400 et 1800 mètres. Hmm. Donc c'est un peu dommage d'aller jusqu'à l'océan pour les tremper. Mais globalement, c'est la même technique qu'avec le sel de bore. Sauf qu'avec le sel de bore, on peut mettre ça dans des piscines et on met une pompe pour faire circuler l'eau, ce qui fait qu'on accélère le processus. Et, Ok, euh, et voilà. ok. Alors, encore quelques questions sur le vulgarisme qui est considéré comme utilisable en structure. Est-ce que tu avais dans les exemples que tu nous as montrés, est-ce que c'était du vulgarisme, par exemple? Non, dans les exemples, c'est du guadois, dendrocalamus, et je crois que c'est tout ce qu'il y a dans les exemples. Sur le vulgaris, moi j'essaye de faire un projet en ce moment en Colombie. On essaye de faire une passerelle piétonne en utilisant du vulgaris, mais en la testant mécaniquement de manière très artisanale, c'est-à-dire en chargeant en fait la passerelle avec des sacs de ciment ou plutôt avec des seaux d'eau. Je crois que la problématique avec le Bulgari, c'est plutôt au niveau du traitement, de la durabilité. De ce que j'en ai compris, c'est un bambou qui contient beaucoup d'amidon et donc du coup qui va être sensible aux attaques d'insectes. Et en termes de résistance, je sais qu'il y a une étude qui a été faite, je ne sais plus dans quel pays, où ils ont comparé le Dendrocalamus asper, qui est un des plus résistants, enfin considéré comme un des plus résistants, avec le Vulgaris.
Et en fait, les résistances sont assez similaires. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes à ce côté-là si on résout le problème de la durabilité. Ok. On a encore le temps pour 2 questions ou pas, Sofiane? Tu préfères une réponse dans le chat? On t'entend pas, Sofiane, je sais pas si... T'as plus de son, alors que aussi. Le temps que tu retrouves le son. Une question sur les lamelles de bambou utilisées en extérieur et non protégées. Comment faire pour les protéger et les rendre plus durables, plus durables? C'est une bonne question. Sur les lamelles en extérieur, ça, faudrait demander à Déambulon. C'est ce Déambulon, qui était mis dans le commentaire, oui. ouais, ils ont travaillé là-dessus. Je sais en Colombie, on le fait avec un produit qui s'appelle, je sais plus, et je veux pas spécialement faire de pub, mais c'est un produit en fait chimique qu'on vient appliquer sur le bambou. Et a priori, en fait, ça va pénétrer au bout de 3 ou 4 couches. Mais du coup, enfin, d'un point de vue écologique, c'est pas terrible parce que c'est des produits chimiques. Je sais que d'ambulance, je crois qu'ils travaillent avec Il y a des bains d'huile. JB de Ambulon ouais, qui parle effectivement dans le chat de traitement à l'huile. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il faudrait se rapprocher d'eux pour savoir un peu plus sur quoi ils ont travaillé à ce niveau-là. Ok. Alors, dernière question, toute dernière. Le bambou est traité contre les ravageurs. Peut-il être composté par la suite? N'est-ce pas néfaste pour l'environnement? Quid du recyclage? Très bonne question. Et ça, justement, ça va dépendre du traitement. Les traitements à sel de bore, c'était une des questions que je me posais. Et j'ai discuté avec Sébastien Kaminski, qui fait partie du groupe de normalisation sur le bambou et qui ont fait une étude en fait sur le sujet. Et a priori, en fait, le sel de bore, dans les proportions dans lesquelles il est utilisé, ça serait pas nocif pour la dégradation du matériau. Et au contraire, ça agirait comme un engrais naturel. Et en regardant, en fait, c'est vrai que je crois que je sais pas, c'est pour acidifier les sols qu'ils utilisent du sel de bore, mais je sais que c'est utilisé en agriculture, en Colombie en tout cas, en France, je sais pas si c'est autorisé. Mais a priori, ça aurait plutôt des effets positifs sur l'environnement, enfin, étant donné les proportions qui sont utilisées. D'accord. Et la toute dernière, comment on connaît l'âge d'un bambou? Ça m'intéresse. Soit on le marque au moment de la pousse et donc on sait le retracer, c'est ce qu'ils font, je crois, en Chine. En Colombie, on regarde en fait la paroi extérieure. On a des formations en fait de champignons et quelqu'un d'expérimenté va pouvoir savoir quel type de champignon correspond au degré de maturité nécessaire. En fait, il y a un champignon qui est blanc, donc on voit le bambou. J'ai des photos de ça où on voit le bambou qui est tacheté. Et après, on a l'apparition de champignons qui ont une couleur rouge. Et ces champignons, ils indiquent qu'il y a plus de 5 à 6 ans de maturité. Mais en réalité, c'est très artisanal. C'est un savoir-faire. Et c'est pour ça que couper du bambou, c'est pas n'importe qui fait ça, quoi. Ok. Bon, t'es obligé de s'arrêter pour laisser les gens souffler avant de passer à la dernière partie avec les posters. Il y a encore quelques toutes petites questions dans le chat, si tu as le temps, Pierre, d'y répondre sur les tests faits en Colombie et les tests de torsion. Merci à tous les trois pour pour vos présentations, donc Simon, François et Pierre. Et puis, au plaisir de discuter sur la liste de diffusion ou à une autre occasion. Merci.